que c'est intéressant de lire ce texte et de parler de la méthode de travail qui, à mon avis, va y être appropriée, puisque ça... c'est mon idée quand je lis Lacan, c'est qu'il essaye toujours de faire dans ce qu'il nous dit ou dans ce qu'il écrit ce dont il parle. Donc il y a une espèce de congruence comme ça entre la façon dont il parle et ce qu'il essaye de nous transmettre pour des raisons qui sont de structure. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est simplement essayer de rendre compte un petit peu de ce qui se passe à ce niveau-là et ensuite essayer de vous rallier à la méthode de travail que je vais vous proposer, dont je vais également vous rendre compte. Ça ne va pas être une imposition du tout. Avant de commencer à vous parler à partir de ce que j'ai préparé, je voudrais simplement ajouter que c'est un petit peu de ma faute si on lit Radiophonie, puisque donc René avait invité Anne Lizy à vous présenter La direction de la cure, qui était probablement un texte plus de la période classique de Lacan. Et quand René m'a demandé de bien vouloir remplacer Anne pour des raisons qui lui sont personnelles, j'ai dit d'accord, mais ce sera Radiophonie. Pourquoi ? Parce que Radiophonie, c'est un texte que j'avais été donc invité à présenter à la section clinique de Bruxelles dans leur année 2016-2017. Et je m'étais dit à cette époque que j'avais simplement commencé à effleurer donc l'importance de ce texte et que c'était une bonne occasion donc d'y retourner. Ça, c'était ce qui me concernait personnellement. Et ce qui nous concerne, nous, en tant que lecteurs de Lacan, c'est qu'il m'a semblé que ce texte était vraiment le moment charnière de l'enseignement de Lacan, c'est-à-dire le moment du passage du sens au hors-sens. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment... qui transparaît très clairement à la lecture de ce texte. Et d'ailleurs, en lisant ce texte, je me suis dit on pourrait l'intituler, si on n'était pas lacanien et qu'on était plus millérien, c'est-à-dire on essayait plus de réduire la chose à son os et non pas de transmettre de manière allusive, comme fait Lacan. Si on était plutôt millérien, on pourrait l'appeler de l'inconscient S1, S2 à l'inconscient S1A. C'est-à-dire de l'inconscient structuré comme une chaîne signifiante à l'inconscient qui est à la fois un effet des signifiants hors sens et un effet donc des objets pulsionnels qui viennent compenser la perte de jouissance que Freud avait repérée avec son concept d'objet perdu. Donc on a vraiment, si vous voulez, cette transition de l'inconscient vérité, on pourrait dire, à l'inconscient réponse aux marques signifiantes et à la perte de jouissance qui s'en ensuit. Donc on a vraiment cette transition qui est très très claire, qu'on peut également rendre avec cette opposition l'inconscient déchiffrage à l'inconscient chiffrage. J'expliquerai ça un petit peu dans ce que je vais essayer de dire aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment une transition qui est fondamentale dans le travail de Lacan. Et si on ne la saisit pas au moment où elle se produit, elle passe presque inaperçue et on ne comprend pas pourquoi finalement on ne comprend plus rien à Lacan de ce qu'on avait compris précédemment. Pourquoi ? Parce que je vous donne ce qui pour moi est vraiment une clé de lecture de Lacan. Lacan exploite au maximum l'arbitraire de l'algorithme saussurien. C'est-à-dire l'idée de Saussure, donc l'algorithme saussurien qui est le signifiant signifié, que Lacan inverse signifiant signifié chez Saussure signe signifiant. L'idée saussurienne est que le lien est arbitraire, ce que Lacan radicalise vraiment en fait, en montrant que le signifiant n'a pas de lien objectif ou naturel avec le signifié, et que donc il suffit de changer la signification d'un signifiant pour qu'il dise complètement autre chose. D'accord ? Et donc on est tout à fait au fait de cela dans la psychanalyse, puisque ça fait plus d'un siècle qu'on parle de l'inconscient, et que je suis sûre que personne dans cette pièce n'a la même définition de l'inconscient. Ça, pour moi, c'est une évidence totale. L'inconscient, on en parle, on a l'idée qu'on sait ce que c'est quand il se manifeste, mais on ne pourrait pas le définir d'une manière qui attirerait l'approbation de chacun d'entre nous. Donc Lacan profite au maximum de cet arbitraire de l'algorithme saussurien pour, donc, je dirais presque, nous refiler un inconscient qui n'est plus du tout l'inconscient freudien. Mais on va quand même continuer avec les signifiants de Freud. C'est-à-dire la psychanalyse, l'inconscient, qui sont des termes auxquels il va donner un sens absolument nouveau.
Donc, le choix de ce texte pour ces deux raisons. D'abord, pour ma part, pour y retourner et l'approfondir, et pour nous, pour saisir sur le vif cette transition que Lacan inflige à la psychanalyse ou fait subir à la psychanalyse. Alors, pourquoi lire Lacan ? Je me suis dit que j'allais introduire mon propos avec une phrase de Jacques-Alain Miller. Je lisais comme ça pour essayer de me remettre un petit peu dans le bain de la psychanalyse. Moi, j'étais tombée aussi jeune, mais j'étais ressortie avec le Covid. Donc, j'ai essayé de retomber dans le bain de la psychanalyse. Donc, je lisais un petit peu Miller comme ça. Et j'ai trouvé cette phrase qui m'a paru intéressante pour peut-être réactiver en nous le désir pour la psychanalyse, pour ceux chez qui il est peut-être endormi. Alors la phrase, c'est celle-ci. La visée de Lacan est d'apporter de la lumière dans les recès les plus obscurs, non seulement de l'expérience analytique, mais de la condition humaine. Donc, vous le comprendrez, cette phrase m'a intéressée parce que elle nous dit bien que Lacan nous parle de la condition humaine et pas d'un savoir clinique ou psychopathologique. C'est une phrase qu'on trouve dans Illumination profane, le cours de 2006, qui est le 2005-2006, qui est le cours dans lequel Miller commente le séminaire 16. Alors, en effet, j'ai choisi cette phrase de Miller pour ouvrir notre travail, cet atelier de lecture qui est le premier d'une série qui va continuer sur plusieurs années où nous lisons les textes fondamentaux de la psychanalyse, ce qui est en général un composant majeur de toutes les sections cliniques dans le champ freudien, donc qui commence ici en Suisse, c'est très bien que ça commence, lire les textes fondamentaux de la psychanalyse, parce que cette phrase donc, nous rappelle l'enjeu de la psychanalyse, donc comme je viens de le dire, qui n'est pas de produire un quelconque savoir clinique appliqué à la thérapeutique. On connaît cette phrase qu'on dit un petit peu sous le mode de la blague dans le champ lacanien, c'est qu'une psychanalyse n'a des effets thérapeutiques qu'incidemment. C'est-à-dire le but n'est pas la thérapie, mais il peut y avoir des effets thérapeutiques incidemment. Donc le vrai, si vous voulez, le vrai enjeu de la psychanalyse, c'est vraiment la condition humaine. C'est pas la thérapie. On trouve ça chez Freud et Lacan reprend cette orientation. Donc, sachant que nous allons nous intéresser à la condition humaine, ça peut peut-être nous motiver pour lire ce texte qui peut sembler un peu compliqué de premier abord. En effet, Lacan, comme Freud, avant lui, tente de nous dire quelque chose de la condition humaine qui ne soit ni naïf, ni simpliste, et de le dire d'une manière qui aura de profonds effets sur ceux qui l'entendent et sur ceux qui le lisent. Donc l'idée n'est pas vraiment de transmettre un savoir, mais de produire un effet sur la personne qui rencontre ce texte. Il est bien évident que ces effets seront à la mesure de l'investissement de chaque lecteur. C'est presque un truisme de dire que le texte vivra à la mesure de la libido qu'on y mettra. Et plus on va investir le texte, plus on sera transformé par notre engagement avec ce texte. La transmission de la psychanalyse s'opère par la transformation de chacun dans sa confrontation avec la psychanalyse. C'est pas une transmission d'un savoir qu'on pourrait emmagasiner sur le mode du stockage de l'information. C'est pas du tout ça. Pourquoi ? En effet, parce que ce savoir psychanalytique ne se transmet pas comme de l'information. Le langage n'est pas l'instrument de communication de la pensée. On peut déjà se tourner vers notre texte de radiophonie. Chaque phrase est citable. Il n'y a pas une phrase qui n'est pas comme ça absolument ciselée pour dire plus que ce qu'elle ne dit. On trouve cette phrase à la page 404 par exemple, où Lacan fait référence à une bêtise assez cultivée pour qu'on lui accroche le langage à la fonction de la communication. Voilà, on voit tout à fait la bêtise assez cultivée. Je l'ai découvert par hasard en lisant le texte de Freud, Psychanalyse et télépathie, où Freud parle de l'obscurantisme de l'opinion éduquée. Donc on a vraiment cette idée de Freud que plus on est éduqué, moins on y voit. Et c'est ça que Lacan reprend ici. Donc la bêtise assez cultivée pour qu'on lui accroche le langage à la fonction de la communication. Donc ça indique bien ce que Lacan
veut nous faire entendre par résonance, c'est que le langage n'a pas une fonction de communication. Évidemment, si le langage n'a pas une fonction de communication, il s'ensuit que la question de la transmission de la psychanalyse est pérenne dans notre champ. On l'entend toujours revenir dans l'enseignement de Lacan, qu'est-ce qu'enseigner, pourquoi enseigner, que dire, etc. Et donc on le sait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de diplôme de psychanalyse, puisque le psychanalyste ne se forme pas par l'acquisition d'un savoir. Donc d'une part, c'est certain que la psychanalyse se transmet par l'expérience analytique, celle que l'on fait soi-même, c'est sûr, mais celle que l'on fait également à l'écoute de la parole analysante. D'accord. Donc ça, c'est un premier volet de la transmission de la psychanalyse. Mais, et il me semble que c'est la thèse de Lacan dans ce texte, elle se fait également en se confrontant non pas au savoir analytique, mais au discours analytique. D'accord. Là, je pense souvent à ce que va nous dire Jacques-Alain Miller dans la théorie de Turin sur... ça s'appelle comment ? Sur l'école ou... Je ne me rappelle pas du titre. Sur l'école du sujet de l'est, voilà. Où il nous dit que dans la communauté analytique, même les portes sont corrélées au discours analytique d'une manière ou d'une autre. Donc il y a vraiment cette idée que le discours analytique, c'est quelque chose qui englobe tout ce qui se passe dans une communauté analytique, et c'est pas le savoir analytique. Donc on a vraiment là un binaire, une opposition entre savoir et discours qui est radicalisée donc, dans ce moment de l'enseignement de Lacan, et qui est, c'est mon idée, qui est une réponse aux événements, aux 10 événements de mai 68. Donc, alors que le débat est situé au niveau des savoirs, Lacan dit « je m'en fiche du savoir, c'est le discours qui m'intéresse ». D'accord ? Donc, on a ce nouveau binaire savoir-discours. Et je souhaite que nous le gardions à l'esprit pour travailler ce texte cette année, parce qu'il nous servira vraiment de boussole. Je vous rappelle ici pour mémoire, donc ce texte de radiophonie, je ne l'ai pas dit, mais c'est quelque chose que Lacan a écrit en réponse à des questions posées par un journaliste belge, et donc qui est diffusé en 1970. Donc ce texte, je vous le rappelle, pour mémoire, est contemporain avec les premiers écrits de Michel Foucault, notamment sa leçon à la Société française de philosophie de 1969, intitulée « Qu'est-ce qu'un auteur ?», donc une conférence à laquelle Lacan a assisté. On trouve la trace de la présence de Lacan dans un commentaire qu'il fait à la fin de la retranscription de la conférence de Foucault. Ce travail de Lacan est aussi postérieur de quelques années à la publication de la thèse de Foucault, « Les mots et les choses », que Foucault a publié en 1966. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce travail de Foucault, mais c'est une thèse qui opère, on peut dire, une scansion épistémique dans les savoirs, en mettant en évidence les modes d'être du langage. Pour moi, c'est vraiment une trouvaille de génie de Foucault, qui en fait prend l'histoire du savoir occidental et dit il y a 3 modes d'être du langage qui définissent donc l'ère pré-classique, l'ère classique et la modernité. Ces 3 modes étant, si vous connaissez Foucault, la ressemblance, c'est-à-dire le langage résonne par ressemblance avec la nature, la représentation, le langage représente ce qui est, et par historisation, c'est-à-dire ensuite on incorpore ce qui se passe dans une dynamique de cause à effet avec une logique temporelle linéaire. Enfin, pour moi, c'est absolument une trouvaille de génie de Foucault, de voir, de percevoir qu'il n'y a pas de ahistoricité du mode d'être du langage, mais que le langage lui-même a des modes d'être qui produisent une réalité complètement différente selon son mode d'être. Donc ça, c'est un petit peu le bain de Lacan à l'époque où il invente cette opposition binaire savoir-discours. On sait évidemment aussi que l'autre œuvre de Foucault qui est contemporaine de ce moment de Lacan, c'est l'Archéologie du savoir, un livre de 69, dans lequel Foucault, au lieu de se concentrer sur ce qu'un savoir dit, analyse comment un savoir s'architecture à partir d'un principe d'intelligibilité, c'est-à-dire un signifiant maître. Donc on a vraiment cette idée d'un repérage
déjà opéré par Foucault sur le discours hors sens. C'est-à-dire ce qui intéresse Foucault, c'est pas ce que le discours dit, mais comment le discours opère pour s'architecturer, pour produire un savoir, pour créer des places d'énonciation, pour rendre des énoncés légitimes, pour créer des visibilités, et ainsi de suite. Donc il y a tout ce travail qui est déjà dans l'air du temps. Et à mon sens, Lacan est vraiment contemporain de ce que Foucault amène avec sa conférence inaugurale du Collège de France qui s'appelle « L'ordre du discours ». Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce texte que Foucault donne une fois qu'il a obtenu sa chaire d'histoire des pensées au Collège de France sur recommandation de Canguilhem. Donc on a vraiment ce moment intellectuel de la pensée en France. Et donc les deux sont dans un dialogue donc non dit. On sait que le nom que Lacan ne mentionne pas est toujours celui qui l'influence le plus. Et à mon sens, il y a vraiment cette perméabilité du travail de Lacan par la pensée de Foucault. Donc voilà un petit peu donc un premier point. Un premier point sur qu'est-ce qu'il est possible de transmettre du savoir analytique. Et donc la réponse que je vous donne pour ce premier point, c'est en se confrontant au discours analytique et non pas en acquérant un savoir sur le principe du vase communicant. Ce que A me dit s'inscrit dans B sans coup férir. Alors ça nous amène évidemment à la question de pourquoi est-ce qu'on s'escrime à lire Lacan si on ne vient pas y recueillir un savoir. Alors on se souvient donc que Lacan répond à ces questions de Georgin, donc ce journaliste et intellectuel belge, auteur de plusieurs ouvrages sur le post-structuralisme et le structuralisme, je crois. Donc à un moment de son enseignement où lui-même nous positionne le savoir comme moyen de jouissance et la vérité comme sœur de jouissance. Ce sont les titres respectifs des chapitres 3 et 4 du séminaire 17, l'envers de la psychanalyse, qui est le séminaire au cours duquel la conférence de radiophonie est écrite. Donc on voit bien donc savoir moyen de jouissance, vérité sœur de jouissance, qu'à ce stade de son enseignement, ni savoir ni vérité n'ont très bonne presse. C'est le terme de jouissance qui vient sur le devant de l'expérience analytique. Le savoir n'est qu'un moyen de jouissance, la vérité n'est que la sœur de la jouissance. Alors, laissons cette pensée de côté, on y reviendra. Pour revenir à ma question de comment est-ce qu'on va se former à la psychanalyse si ce n'est pas ni en acquérant un savoir, ni en accédant à sa propre vérité. Si le savoir n'est que moyen de jouissance, c'est pas en acquérant un savoir qu'on va se former à la psychanalyse. Et si la vérité n'est que la sœur de la jouissance, ce n'est pas en acquérant sa propre vérité qu'on va non plus acquérir ce qu'il faut pour être analyste, ou pour occuper la fonction de l'analyste, pour être plus précis. Cette question de la vérité, on le verra dans le débat que Lacan évoque dans sa réponse à la question 6 de Radiophonie, c'était la croyance des analystes de l'époque. Lacan ironise dans Radiophonie en disant l'analyste était celui qui était le sujet supposé savoir la vérité. Et en incarnant la vérité, allait amener l'analysant à sa vérité, et que, ayant connu sa vérité, nous pourrions être analystes dans le monde de la vérité, et que tout irait bien au niveau de la vérité. Donc Lacan écarte, si vous voulez, ces deux options pour ce qui est de la formation de l'analyste. C'est ni acquérir un savoir, donc se programmer à être analyste en sachant les choses qu'il faut savoir, ni en accédant à sa vérité, comme quoi, quand on aurait connu sa vérité, on saurait ensuite incarner sa vérité pour que l'autre accède à sa vérité, et ainsi de suite. Donc deux conceptions de la formation de l'analyste que Lacan éloigne. Alors sur ce point qui est évidemment très très important à la fois pour notre formation, nous, comme analystes, et en même temps pour la lecture de ce texte, j'aime sur ce point une phrase lapidaire de Lacan. Il dit « Il n'y a pas de formation analytique, il n'y a que des formations de l'inconscient ». Ça, c'est une phrase dans un après-midi de travail sur la passe, donc de 1975, donc, qu'on peut citer assez souvent dans notre champ. Il n'y a pas de formation analytique, il n'y a que des formations de l'inconscient. Alors,
on a toujours l'impression que Lacan dit des choses très compliquées. En fait, il dit toujours des choses très simples. Ça veut dire que pour se former à l'analyse, il faut former son inconscient. Et se former à l'inconscient. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire autre chose que la seule manière de se former à l'analyse, c'est de former son inconscient au discours analytique. C'est tout. Et donc, à mon sens, pourquoi je reviens à mon point, qui est de pourquoi lire ce texte et vous faire lire ce texte, c'est qu'il n'y a pas de meilleure formation de l'inconscient que le déchiffrage du texte de Lacan, puisque, comme vous le savez peut-être, Lacan se positionne toujours en analysant dans son enseignement. Il ne se positionne pas en maître, en celui qui aurait un savoir à nous communiquer. Il se présente comme analysant. Et donc, en tant qu'analysant, il nous offre ce texte aux fins de formation de notre inconscient. Et donc, nous allons, en travaillant ce texte de Lacan, nous former notre inconscient en déchiffrant cet objet qui, je vais essayer de vous le démontrer, est construit comme un inconscient, ou comme ce que Lacan essaye de nous dire est un inconscient. C'est-à-dire pas un inconscient ordonné comme la fameuse chaîne signifiante S1, S2, mais un inconscient qui contient des S1, et des bouts de langage, une visée de jouissance, un plus de jouir, et ainsi de suite. Donc quelque chose d'hétéroclite et de pas du tout structuré, comme une chaîne signifiante qui se capitonnerait avec un effet retour et une délivrance de la vérité. C'est pas ça qui va être en jeu. Donc Lacan a construit un objet dont la lecture va nous former en tant qu'analyste, puisqu'il est conçu selon la logique du discours analytique. Ok ? Donc le deuxième point. L'enjeu de Lacan, donc je vous l'ai dit, c'est donc la condition humaine, de dire quelque chose sur la condition humaine. Troisième point, ce n'est pas la psychopathologie, la psychologie ou la psychiatrie avec ses nosologies aussi changeantes qu'elles se targuent d'être objectives. C'est vraiment de dire quelque chose de la condition humaine. Alors, on est confronté à un obstacle assez rapidement dans l'enseignement de Lacan, un obstacle qu'on pourrait dire épistémique, qui est l'impossibilité de rendre compte de la condition humaine avec la logique signifiante. C'est quelque chose qu'on voit, par exemple, développé dans la dernière leçon du séminaire 9, ce séminaire l'identification qui fait la paire avec le séminaire l'angoisse. Si vous voulez, on a déjà, avec ces deux séminaires, la préfiguration de l'inconscient S1A, puisque le séminaire l'identification, il y a un travail sur le signifiant premier, et l'angoisse sur l'objet A. Donc on a déjà cette idée dans Lacan, qu'on retrouve plus clairement ici dans Radiophonie. Donc dans la dernière leçon de ce séminaire 9, Lacan pointe les limites du savoir aristotélicien et de son organisation du monde au moyen de paires signifiantes. Ce que Lacan dit, je ne sais pas si c'est de lui ou d'Aristote, mais ça consiste à dire tout ce qui est hérisson est hérisson, et tout ce qui n'est pas hérisson est non hérisson. Voilà. Et donc on organise le monde comme ça, tout ce qui est homme est homme, et tout ce qui n'est pas homme est femme, et ainsi de suite. Donc les binaires, le binaire étant le principe de l'ordre symbolique. Ce qu'on voit être remis en question aujourd'hui avec la notion de spectre et l'introduction du genre non binaire, et ainsi de suite. Donc dès le séminaire 9, donc en 62, Lacan dit il n'est pas possible d'appréhender la condition humaine au moyen seulement de la logique signifiante. Donc il faut autre chose. En effet, il nous parle de la structuration du désir humain comme ne répondant pas à la logique signifiante. Pourquoi ? Parce que le désir humain implique la mise en fonction d'objets détachés du corps propre et placés dans un circuit avec le grand autre.
Ça, c'est vraiment la démonstration du séminaire 10. On voit ainsi l'objet regard, l'objet voix, l'objet oral, l'objet anal, être détaché du corps propre, mis en fonction au lieu de l'autre, et ce qui permet une structuration de la logique du désir humain qui n'a rien à voir avec la logique signifiante, binaire, si ce qui est A est A et ce qui n'est pas A est non A, si vous voulez. En effet, qui, n'étant pas aveuglé par le savoir, ne sait pas que c'est cela qui compte dans le lien à l'autre, et non pas le savoir qu'on lui transmet. Qui, comme le dit Miller, ayant fait une analyse, peut se croire normal. Il le disait en 2014 dans L'inconscient et le corps parlant, faisant ainsi écho au dit de Lacan qui disait « Nous sommes tous psychopathes », c'est-à-dire nous souffrons tous de notre psyché, ou encore « Nous sommes tous fous », c'est-à-dire délirants. Donc voilà la condition humaine selon Lacan. La condition humaine, c'est que nous essayons de rendre compte de notre éprouvé de vivant au moyen des catégories du langage qui n'y sont pas adaptées de structure. Il y a quelque chose de cette impasse. Ce à quoi Lacan essaye de nous familiariser et ce dont il essaye de nous dire qu'on peut quand même ne pas céder sur en dire quelque chose. En effet, cette condition humaine, bon, évidemment, son texte ne va pas prendre la forme de cette logique symbolique, évidemment. Il va prendre une autre forme. Donc, au cœur de cette condition humaine, la nôtre, c'est la question du langage, donc, comme je vous l'ai déjà dit, mais pas en tant qu'instrument de la communication. C'est la question du langage en tant qu'il s'inscrit sur le corps. Ce corps que dans Radiophonie, Lacan définit comme le lieu de l'autre. C'est très particulier de définir le corps comme le lieu de l'autre, c'est-à-dire le corps comme surface d'inscription du langage. Et pourtant, il nous suffit de penser à toutes les pratiques de marquage du corps pour comprendre exactement ce que nous dit Lacan. Dans toutes les cultures, il y a des pratiques de marquage du corps, que ce soit des scarifications rituelles, des tatouages, des piercings, des cicatrices plus ou moins volontaires. Donc c'est ce langage-là qui intéresse Lacan à partir de Radiophonie, le langage en tant qu'il s'inscrit sur le corps. C'est cette inscription des signifiants de l'autre qui a des effets sur les organismes que le langage traverse, les rendant inaptes à toute fonctionnalité naturelle, puisque ces organismes, du fait de l'inscription du langage, sont transformés en corps parlés et en corps parlants. C'est pas la même chose. Les corps parlés et les corps parlants. On évoquera cette petite différence, cette énorme différence au cours de cette année. Le corps parlé, c'est le corps freudien. C'est le corps qui ne sait pas ce qu'il dit, mais qui dit quelque chose. C'est le symptôme de conversion, c'est le symptôme en tant qu'il indique que le sujet est parlé par l'autre. Le corps parlant, c'est une expression mise au goût du jour par Jacques-Alain Miller pour remplacer un peu le terme de par-l'être, pour indiquer le lieu d'où ça parle. C'est-à-dire ça parle du lieu premier de l'itération, si vous voulez, d'une jouissance. Qu'est-ce que c'est qu'une jouissance ? On peut dire peut-être dans une première approximation que c'est une énergie vitale dénaturée par le langage. C'est quelque chose qui ne peut plus espérer être régulé par les fonctions naturelles. Donc c'est quelque chose qui est en excès par rapport aux fonctions naturelles de l'organisme. Et cet excès est ce qui fait que le corps parle. On pourrait dire que le corps parle avec sa pulsion. Donc c'est pas vraiment le corps parlé freudien, c'est le corps qui itère une jouissance qui n'est pas commensurable avec ce qui peut en être dit.
Donc là, si vous voulez, si on était freudien, on pourrait dire qu'on a une question économique qui va venir sur le devant de la scène analytique, qui va être celle de la régulation de la jouissance et non plus celle de la vérité, qui était la question freudienne. En effet, c'est le langage qui, en prenant prise sur les corps, fait des fonctions vitales de ces corps, des pulsions qui se jouissent aux dépens du bien-être de l'individu. Il nous suffit de penser à notre expérience clinique pour savoir exactement ce que ça veut dire, une pulsion qui se jouit aux dépens du bien-être de l'individu. On pense évidemment à toute notre clinique de l'addiction, de l'anorexie, de la boulimie, etc., pour voir que la pulsion se jouit aux dépens du bien-être de l'individu dont le corps abrite cette pulsion. En effet, on peut voir cette phrase de radiophonie qu'on va commenter plus tard, mais à la page 410, quand Lacan parle du corps, il l'aborde à partir de la sépulture. Bon, ça va être très énigmatique à ce stade-là de ce que je vous dis, mais je plante une petite épingle pour y revenir. Donc il parle du corps donc, comme l'ensemble vide, et il dit l'ensemble vide des ossements est l'élément irréductible dont s'ordonnent autres éléments, les instruments de la jouissance, collier, gobelet, armes, plus de sous-éléments à énumérer la jouissance qu'à la faire rentrer dans le corps. Donc là, on a vraiment l'idée de, si vous voulez, on le commentera plus avant, mais on a vraiment l'idée des objets pulsionnels qui cherchent à faire rentrer la jouissance dans un corps mort et qui ne réussissent pas donc à réanimer le corps, mais qui produisent des jouissances d'excès sur les bords du corps. Donc on a vraiment cette question économique de régulation du corps qui vient sur le devant de la scène analytique avec radiophonie. En effet, cette dénaturation des pulsions vitales par rapport aux fonctions de l'organisme avait déjà été repérée dès Freud avec ses 3 essais de 1905 sur la sexualité infantile, où Freud formalise pour la première fois les objets partiels de la pulsion comme procurant des jouissances de bord, des modes de jouir des orifices du corps, aux dépens de l'unité supposée de l'organisme individué. D'accord ? En effet, une des raisons pour laquelle il est important de relire Radiophonie, c'est que la question du corps y est reprise par Lacan à nouveau frais, et dans cette phrase que je viens de vous citer, que l'on retrouve au cœur de l'enseignement d'Éric Laurent de 2014 à l'école de la cause freudienne, qui s'intitulait « Parler la langue du corps », et que l'on retrouve développé dans ce livre « L'envers de la biopolitique, une écriture pour la jouissance ». Donc c'est un livre auquel nous ferons référence aussi dans cet atelier de lecture. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu ? Non. Ça va bien. Est-ce qu'on vérifie ma thèse qu'au bout de 20 minutes, les gens n'écoutent plus ? Qu'est-ce que tu dis ? Au bout de 20 minutes, les gens n'écoutent plus ? Non ? Si, on écoute. Si. Nous écoutons. N'est-ce pas ? Est-ce que vous m'entendez ? Il faut parler plus fort ? Excuse-moi, oui. Ok. Donc, pourquoi est-ce que je mets ces petits repères préliminaires ? C'est pour que on comprenne bien ensemble que on passe vraiment d'une psychanalyse où le sens faisait boussole à une psychanalyse où la jouissance fait boussole, pour le dire de manière très très simple. Et notre problématique, c'est vraiment, aujourd'hui dans notre clinique, plus encore qu'en 70, quand Lacan introduisait cette transformation de la psychanalyse, c'est vraiment la question de la régulation de la jouissance du corps. Je pense que toute notre clinique témoigne de ça. On n'est vraiment plus du tout dans... Enfin, on a encore quelques cas de personnes qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire. Et qui sont persuadées que ça veut dire quelque chose quand elles ont un symptôme. Mais on a plutôt une demande de traitement de la jouissance en excès qu'une demande de dire ce que ça veut dire d'avoir un symptôme.
Et donc Lacan était très moderne, et avec cette nouvelle théorie du corps qu'il nous propose la radiophonie, on peut développer des outils cliniques qui ne passent pas donc par le biais du dégagement de la vérité et du sens. On parlera de ça. C'est dans la question 2, je crois, cette citation de Lacan. Alors, le langage, donc au cœur de la condition humaine. Donc, j'ai développé le point, c'est-à-dire le point du corps, c'est-à-dire le fait que l'homme n'est pas un organisme, l'homme a un corps. Je crois que c'est pour la première fois dans ce texte que Lacan dit c'est le langage qui décerne son corps à l'homme. D'accord ? Donc on n'est pas un organisme, on a un corps qui nous vient par les signifiants de l'autre. Okay ? C'est les signifiants de l'autre qui nous décernent le corps qu'on a. On pense à des trucs très banaux, comme du style t'as le sourire de ta grand-mère, t'as les yeux de ton père, tu as le corps d'un danseur. C'est vraiment le corps qui nous vient des signifiants de l'autre. D'accord ? C'est pas l'organisme. Et donc ça, c'est ce qui fait que l'homme ne se prend pas pour son corps comme l'animal se prend pour son corps. Et d'ailleurs, vous avez, dans votre expérience clinique, certainement l'occasion d'entendre des gens dire à tout bout de champ « j'ai un drôle de rapport avec mon corps et moi, ça se passe pas bien ». Enfin, les gens parlent vraiment de leur corps comme de quelque chose qui est à côté d'eux. Ils ne sont pas leur corps. Ils doivent faire avec le corps, réguler la jouissance de leur corps et ainsi de suite. Donc cette nouvelle théorie du corps est vraiment un apport fondamental de radiophonie. C'est aussi autre élément donc central à la condition humaine par rapport à la fonction du langage, c'est encore le langage qui inscrit les hommes dans des trajectoires destinales qui leur échappent et qui chorégraphient leur vie à leur insu. Ici, je peux vous raconter un petit exemple clinique parce que il est joli et puis ça repose le cerveau. Et donc, j'ai eu une patiente il y a quelques années qui était née dans un petit village du nord de la France, un petit village qui avait été occupé par les Allemands au moment de l'occupation. Et sa mère était née donc d'une fille-mère et donc de père inconnu. Et donc, c'était sa première séance à cette personne. Donc, elle me raconte cette histoire et ça se savait, tout ce qu'on savait du père de sa mère, c'était que probablement c'était un peu suspect parce qu'elle avait été tondue à la Libération. Vous savez certainement que les femmes qui couchaient avec les collabos ou avec les Allemands étaient tondues comme collabos elles-mêmes à la Libération. Et donc on ne savait de ce père que cet élément, que la mère avait été tondue à la Libération. Et donc cette patiente me dit, on ne sait pas qui était mon grand-père, mais ce n'était certainement pas un Allemand. Donc elle me dit ça, un bel exemple de dénégation. Et la séance continue, c'est la première séance, donc je demande les questions habituelles, comment organisez votre vie, vous avez un partenaire, etc. Et donc elle me dit, oui, j'ai un compagnon. Et je lui demande comme ça, et comment s'appelle cette personne ? Et elle me dit, Monsieur l'Allemand. Quoi ? Monsieur l'Allemand. C'est incroyable. Le nom de famille. C'était son nom de famille. L'Allemand. Le nom de famille de ce monsieur, c'est l'Allemand. Ah oui, ça c'est super. C'est quand même... Il l'avait. Et elle ne s'est pas entendue le dire. Pour moi, il y a vraiment là un exemple du refoulement et quelque chose qui revient comme ça, donc dans la réalité de sa vie, ce qu'elle ne sait pas, que c'est à son insu que ça fait retour en fait. Et donc de tout temps, elle sait que son grand-père c'était un Allemand, elle le sait. Ça vient sous la forme de la dénégation et avec cette formation magnifique de l'inconscient qui est de lui faire choisir un homme qui s'appelle l'Allemand. Après, elle n'a fait que 3 ou 4 ans d'analyse avec moi et ensuite elle a déménagé dans un autre pays. Donc je ne sais pas ce qu'il est advenu de son destin, mais pour moi c'est vraiment un exemple magnifique du fait que c'est le langage qui inscrit pour un être humain sa trajectoire destinale à son insu et qui chorégraphie leur vie. Et d'une manière qui dépasse tout entendement.
Ça, c'est vraiment ce que Lacan essaye de nous montrer dans sa réponse à la question 1, qu'on commentera plus en détail en s'appuyant sur le texte de Freud. Dans la question 1, Lacan fait référence au texte de Freud sur la télépathie. Psychanalyse et télépathie, un texte de 1921 que je n'avais pas lu jusqu'à présent, parce que pourquoi ? Ça me paraissait un petit peu une divagation freudienne. Et donc Lacan, fidèle à lui-même, en lecteur absolument exhaustif de Freud, lit ce texte et en fait nous dit cette magnifique phrase. Alors il parle donc du recours à la communication et il dit, page 405, « Supposons-la montrer dans l'occultation du langage la figure du mythe qu'est la télépathie. » D'accord ? Donc, croire à la communication, c'est occulter le vrai effet du langage. Et donc, quand on ne peut pas expliquer l'effet du langage, on va avoir recours à la télépathie. Parce que c'est quand même pas croyable que quelque chose se soit transmis sans parole. Et Lacan nous dit cette magnifique phrase. Freud lui-même se laisse prendre à cet enfant perdu de la pensée, qu'elle se communique sans parole. Il n'y démasque pas le roi secret de la cour des miracles dont il ouvre le nettoyage. Donc la cour des miracles, c'est les occultistes, etc., etc. Donc on commentera ce passage avec le texte de Freud lui-même. Donc ce que Lacan essaye de nous pointer du doigt, avec cette référence au texte de Freud, psychanalyse et télépathie, c'est à quel point nous sommes pris dans le langage à notre insu, et que nos destins sont écrits, qu'on nous les dit ou pas. C'est ça qui est incroyable. C'est que ça a été communiqué ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre structure de la réalité psychique que celle du langage. Il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas de naturalité, il n'y a que le langage. Et donc tout ce qui se manifeste de notre existence est un effet du langage. Mais ce n'est pas un effet de vérité. C'est un effet, ce que Lacan essaie de nous montrer, presque de hasard, de rencontre. C'est le langage comme ce qui se sédimente, ce qui fait alluvion. Ce n'est pas le langage ordonné de la chaîne signifiante qui vient réaliser le réel à la Hegel. Je reviendrai sur ce point. Donc, c'est le langage qui inscrit les hommes dans des trajectoires destinales qui leur échappent. En effet, les conséquences du langage se lisent aussi dans la rencontre entre les sexes. Là, on a cette magnifique phrase de Lacan que, encore une fois, je mets une petite épingle. On y reviendra. Ainsi, dans la psychanalyse, parce qu'aussi bien dans l'inconscient, déjà on remarque qu'il fait une différence entre psychanalyse et l'inconscient. Ainsi, dans la psychanalyse, parce qu'aussi bien dans l'inconscient, l'homme de la femme ne sait rien, ni la femme de l'homme. Au phallus se résume le point de mythe où le sexuel se fait passion du signifiant. Donc ici, on a la passion du signifiant dans en fait ce qui vient faire 412, ce qui vient faire suppléance au fait que l'homme de la femme ne sait rien et la femme de l'homme ne sait rien. Donc on retrouve encore une fois le langage impliqué dans la sexualité. C'est également le cas donc dans la famille où ce qui m'apparaît toujours quand on travaille avec des enfants, c'est que les enfants sont les messages que les parents reçoivent sous une forme inversée, à leur insu. J'ai eu l'occasion de faire une séance unique avec un couple écossais-argentin, peu importe, mais bon, comme la femme était argentine, elle était évidemment en analyse depuis sa naissance. Et donc du coup, quand son enfant a eu un petit symptôme et qu'elle habitait en Angleterre avec son mari écossais dans la rationalité analytique, et donc parce que l'enfant ne mange que certaines choses.
Donc l'enfant ne mange que certaines choses et il a 7 ans. Alors tout de suite, on a un diagnostic TADA, autisme, les comportementalistes qui s'abattent sur l'enfant comme la misère sur le pauvre monde. Heureusement, c'est le Covid, donc il n'y avait pas de contact possible dans les écoles. Donc la femme argentine demande à son analyste à Buenos Aires qui lui dit quand même, parle avec un lacanien, ça va être bien. Et donc on fait une séance par Skype et le couple m'expose la situation de leur enfant. Et alors, ils mangent ci, ils mangent pas ça. Et puis, si on veut les faire manger ci, ils mangent pas, etc. Ils mangent que ci et ça. Et donc, je demande, au bout d'avoir écouté le discours des parents, avoir repéré qu'ils étaient pas trop fous, etc. Et donc, je demande quand même si par hasard, il y avait un rapport particulier au langage, à la nourriture dans leur couple. Et donc là, je les vois qui se regardent et qui explosent de rire. Parce qu'en effet, le monsieur ne mange pas certains objets. Et pour lui, c'est tout à fait normal parce que c'est sa normalité. Et donc là, il réalise en fait que son enfant ait son message sous sa forme inversée. Et qu'il n'est pas du tout sujet à une pathologie, mais que le symptôme de son enfant dit quelque chose de son symptôme à lui. Donc je n'ai eu qu'une séance avec ce couple, puisqu'ils m'ont dit qu'ils allaient parler avec leur enfant et qu'en effet, peut-être il y avait une raison et que si ça se débloquait de cette manière... il n'aurait pas à nouveau recours à moi, mais on voit vraiment l'enfant, message inversé du symptôme parental, du symptôme du couple parental. Donc le langage est fait sur la sexualité, la famille, et bien évidemment le lien social et la politique, ce qui est vraiment l'enjeu des textes de Lacan des années 68-70. En effet, ce qui se passe au niveau de ce que Freud appelait le lien libidinal à l'autre ou aux autres est marqué de l'incidence de l'inconscient. Freud le disait déjà, sauf que Freud avait l'idée qu'on pouvait se servir de l'inconscient pour extrapoler la structure de l'inconscient à la structure de tout ce qui se passait dans le monde. Ça, c'était l'idée de Freud. Donc il y avait le père, il y avait les frères, il y avait la libido. Enfin, c'était organisé. Pour lui, tout était organisé comme l'inconscient. Donc l'inconscient était un dispositif herméneutique. Mais ce n'est pas du tout la conception que Lacan a, lui, de l'inconscient. Ce qu'est l'inconscient, cette question n'a pas de réponse définitive, mais dans le texte de Radiophonie, Lacan va en déplacer radicalement le statut. Donc, comme je l'ai dit, avec Freud, on pouvait penser l'inconscient comme un dispositif herméneutique, c'est-à-dire une machine à interpréter. Ah, il ne s'entend pas bien avec ça. Ah, c'est l'Oedipe. C'est comme le poumon de Molière. C'est le poumon, c'est l'Oedipe. Ça servait à expliquer tout ce qu'on ne pouvait pas expliquer. L'inconscient, donc, comme dispositif herméneutique, soit une réserve de sens dans laquelle on pourrait puiser ce qui manquait pour expliquer ce qui ne s'explique pas à l'aune du sens commun. Ah il est amoureux d'elle, mais il la déteste, il veut tuer son père, pourquoi ? Allez, c'est l'Oedipe, c'est comme ça. Donc ça, c'était l'inconscient un peu freudien, vulgarisé, qui sert à expliquer tout ce qui ne pouvait pas s'expliquer. Par le bien-être du sujet, on pourrait dire. En effet, le mécanisme du refoulement, selon lequel un signifiant en fait passer un autre dans les dessous, ça c'est le mécanisme du refoulement, un signifiant en fait passer un autre dans les dessous et vient à sa place, puisque après c'est en remontant la chaîne signifiante qu'on retrouve le signifiant refoulé, et on fait de ce retour du refoulé la clé qui permettrait de déchiffrer le comportement irrationnel d'un sujet, d'un groupe ou d'une foule. On retrouve ce qui n'est pas dit et soudainement tout s'éclaire avec cette clé. C'est pour ça que dans la question 5, quand on demande à Lacan si l'inconscient est une clé, Lacan dit que l'inconscient n'est pas une clé. C'est pas la clé freudienne. C'est pas la clé qui va ouvrir la porte des mystères de l'inconscient. L'inconscient freudien, c'était donc une magnifique machine, le décodeur du comportement humain. C'est cela qui justifie que dans ce texte, dans sa réponse à la première question, Lacan dit « L'inconscient, c'est la condition de la linguistique ». En effet, c'est parce que l'inconscient procède en faisant passer un signifiant au statut de signifié que
l'algorithme saussurien prend son sens avec son idée d'arbitraire et de coupure entre ce qui est apparent et ce qui est sous la barre. Cet inconscient freudien, c'est l'inconscient vérité. Il suppose que tout du comportement humain soit déterminé par le sens inconscient, qui serait insu du sujet, un sujet qui serait agi et déterminé par ce sens. La proposition thérapeutique de la psychanalyse, dans son temps premier, reposait sur le dévoilement de cette vérité. C'était l'inconscient clé, si vous voulez. On fait remonter au-dessus de la barre ce qui était en dessous, et par opération de dévoilement, le sujet n'est plus agi à son insu, et il peut faire reconnaître sa vérité au champ de l'autre et devenir un être humain parfaitement fonctionnel. Donc, comme je le dis, dans ce texte de radiophonie, Lacan opère un déplacement de la psychanalyse. En opérant donc un déplacement du statut de l'inconscient. J'utilise ce mot de déplacement qui n'est pas anodin dans notre champ. C'est le mot de Freud, déplacement, Einstellung, je crois. Donc Lacan opère un déplacement de la psychanalyse. Donc ce mot de déplacement n'est pas anodin et je l'utilise pour des raisons qui sont congruentes à la logique du mouvement de Lacan à partir du séminaire 16, qui, vous le savez peut-être, est placé sous l'égide de la phrase « L'essence de la théorie psychanalytique est un discours sans parole ». Alors, excusez-moi, mais quand même, c'est révolutionnaire. D'ailleurs, que Lacan ne serait pas d'accord. C'est pas du tout révolutionnaire qui veut dire revenir au même endroit. C'est absolument l'essence même du déplacement, de dire la psychanalyse est un discours sans parole, alors que de tout temps, la psychanalyse, c'était la parlotte. C'était la talking cure, c'était aller dire à quelqu'un ce qu'il n'y avait pas, c'était comprendre des trucs qu'on n'avait pas compris, en parlant, la parole analysante, qui était quand même le Graal de la psychanalyse. Alors, oser ouvrir un séminaire en disant l'essence de la théorie psychanalytique, c'est un discours sans parole, c'est dire adieu à la vérité, censée se révéler par la parole au travers des formations de l'inconscient. Le terme de déplacement s'oppose donc à celui de dialectique. Qu'est-ce que c'est que la dialectique ? Faisons un petit peu de rappel hegelien. C'est le mouvement du langage formalisé par Hegel qui visait à la réalisation du réel par son incorporation dialectique dans la pensée. J'ai un peu lu Kojève à une époque, dans son introduction à la phénoménologie de l'esprit, donc qui réduisait un petit peu Hegel à cette idée. Il y a le réel, c'est-à-dire ce qui se passe, l'histoire, les choses objectives, et il y a le niveau idéal, c'est-à-dire de l'idée, qui vise à faire passer dans le langage ce qui se passe dans le réel. Ce que Kojève appelle la réalisation du réel. D'accord ? Et donc, l'idée de Hegel, c'est qu'une fois que tout le réel sera réalisé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait l'Aufhebung de tout le réel à la dimension du langage, on obtiendra la vérité absolue ou le savoir absolu, quelque chose de l'ordre de la fin de l'histoire, qui est le fantasme hegelien. Lorsqu'il imagine Napoléon sur les champs de Iéna, il s'imagine lui et Hegel réalisant le réel dans la pensée que Napoléon réalise dans le réel et que les deux ensemble culmineront dans la fin de l'histoire. C'est le fantasme hegelien de 1803-1804. Je crois que le manuscrit est emmené à cheval sur les champs de bataille napoléoniens. Enfin, il y a quelque chose de tout à fait enflammé dans ce moment hegelien, qui se calme un petit peu avec la chute de Napoléon et le recommencement de l'histoire, qui ne s'est pas fini. En tout cas, la dialectique, c'était quand même pour Lacan le mouvement par excellence de la psychanalyse. Si on pense d'ailleurs au texte sur Dora, Intervention sur le transfert de 51, le texte le plus dialectique de Lacan, c'est vraiment les renversements dialectiques de la position de Dora qui permettent de rendre compte des scansions du cas. D'accord ? Donc cette idée, c'est que le sujet, par incorporation dialectique de son vécu expérientiel, va
s'en libérer en le faisant passer au niveau du langage. Donc par la parole à un autre. Donc la dialectique est vraiment du registre de la vérité, c'est-à-dire faire passer sa vérité au registre du savoir. Alors que le déplacement est la manière que Lacan choisit ici pour introduire sa nouvelle interprétation de la psychanalyse. Le déplacement, c'est mon hypothèse, c'est la manière que Lacan choisit à partir du séminaire 16 pour opérer avec le langage afin de produire une interprétation qui ne soit pas du registre de la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'une interprétation qui est du registre de la vérité ? C'est dire, vous avez dit ça, ça veut dire ça. C'est-à-dire, on procède en ajoutant un sens à ce qui est dit. On peut ajouter n'importe quel sens. On a un patient qui parle toute la séance de sa mère et vous lui dites « Ah, c'est bien, vous m'avez parlé de votre père aujourd'hui. » Eh bien, il part, il est persuadé qu'il a parlé de son père. Parce que vous avez dit que vous avez parlé de votre père. Donc ça, c'est interprété par ajout de sens en conférant une vérité à ce qui est dit. C'est le fameux schéma premier du graphe du désir. Le sens se produit au moment de la rétroaction sur la chaîne signifiante du point de capiton. Donc dire c'est votre père et ça capitonne tout ce qui a été dit auparavant. D'accord ? Donc jusqu'à présent, et d'ailleurs hors dans la psychanalyse, toutes les pratiques interprétatives fonctionnent en ajoutant un signifiant qui dit ce que ça voulait dire, ce qui a été dit avant. Tu m'as dit ça, ça veut dire ça, c'est le dialogue de base. C'est-à-dire, il y a toujours un S2 pour dire ce que veut dire un S1. C'est ça l'inconscient chaîne signifiante. Et on peut en rajouter ad infinitum et on pourra toujours changer tout le sens de ce qui a été dit auparavant parce que la chaîne signifiante est infinie. Donc il suffit de rajouter quelque chose pour que ça change tout ce qui a été dit auparavant. Donc la dialectique, la vérité, l'ajout de sens, qui sont les outils classiques de la psychanalyse, donc ne sont pas les instruments de Lacan dans ce texte. L'instrument de Lacan dans ce texte, c'est le déplacement. Donc c'est une interprétation par le déplacement, pas une interprétation par le sens. Voilà. Donc quelle interprétation nous fait Lacan ? Je dirais que les 4 discours, c'est l'instrument que Lacan amène pour interpréter les événements de 68. Ces 4 discours, en effet, font interprétation, mais pas au sens d'une production d'effets de vérité sur ces événements. Lacan ne nous dit pas en mai 68, il se passe ci, ça veut dire ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout une interprétation où il donnerait le sens de ce qui se passe. Et c'était là qu'il était attendu. Les gens lui demandaient qu'est-ce que ça veut dire. Et en effet, les psychanalystes de l'époque de Lacan, si vous voulez écouter la conférence d'introduction d'Éric Laurent à Radiophonie en 2017 à Bruxelles, c'est sur Radio Lacan. Éric Laurent, qui connaissait ça bien, disait il y avait en effet il y avait les analystes inspirés par Reich qui prenaient la libération de la jouissance, la libération sexuelle et ainsi de suite. Donc mai 68, ça voulait dire il y a eu trop de répression, maintenant c'est l'hypothèse répressive, maintenant il est temps de jouir sans limite. Et il y avait les plus conservateurs qui demandaient au contraire un retour à la tradition, au nom du père, aux valeurs familiales et ainsi de suite. Donc les psychanalystes de l'époque de Lacan étaient pris dans cette espèce de tentative de donner un sens et de prendre la révolution de 68 dans un événement de sens. Tandis que Lacan, lui, fait une interprétation dont le but n'est pas de dire le sens des événements de 68. C'est dans ce sens-là que ce n'est pas une interprétation de vérité. Il ne cherche pas à dire ce que ça veut dire. En effet, il procède à un déplacement de la psychanalyse. C'est ça son interprétation de 68. Et il signale explicitement son intention dans le texte. Par exemple, à la fin de la réponse à la 3e question,
il y a une phrase qui se conclut par la formulation suivante. La question était sur l'Einstellung de Freud, donc le déplacement. Lui dit « faire passer la jouissance à l'inconscient, c'est-à-dire à la comptabilité, c'est en effet un sacré déplacement. » Donc il nomme le déplacement qu'il opère dans ce texte. Donc l'inconscient, c'est faire passer la jouissance à la comptabilité. C'est pas l'inconscient vérité, réserve de sens. Donc le signifiant, à partir de ce moment de l'enseignement de Lacan, n'est plus abordé sur le versant du sens, donc en tant que pensée refoulée ou vérité non advenue, mais sur les versants du chiffrage. C'est ça que ça veut dire faire passer la jouissance à l'inconscient, c'est-à-dire à la comptabilité. C'est-à-dire que le signifiant a pour fonction de chiffrer la jouissance pour la réguler, et non pas parce que ça veut dire quelque chose. On peut en penser ici à la phrase que Éric Laurent commente et qu'on reparlera, que j'ai citée tout à l'heure. Les instruments plus propres à énumérer la jouissance qu'à la faire rentrer dans le corps. C'est-à-dire, il s'agit de chiffrer la jouissance au moyen des objets plus de jouir, sachant que la jouissance est toujours en excès. D'accord ? Donc, d'où l'inconscient S1A et non plus S1, S2. C'est plus l'inconscient où le S2 vient dire ce que voulait dire le S1, c'est l'inconscient qui chiffre la jouissance. D'une part avec le signifiant et d'autre part avec les objets A qui sont des moyens d'énumérer la jouissance. Comme on voit avec la liste que Lacan fait, les colliers, les gobelets, dans ce tableau qu'on regardera plus tard, de la mort de Sarda Napal, un tableau de Delacroix, on le regardera plus en détail, mais donc on voit l'enterrement avec tous les objets de jouir, les esclaves, les femmes, les chevaux, etc. Donc ça, c'est les instruments de la jouissance qui servent à énumérer la jouissance, à faire de la jouissance quelque chose de comptable. Donc on a une version hyper fonctionnelle de l'inconscient et pas du tout donc mystérieusement la réserve de vérité. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que Lacan fait ceci? Alors, à ce moment-là, juste un mot très bref, parce que je vais vous fatiguer. Les questions politiques qui sont les nôtres aujourd'hui, depuis que ce qu'on appelle globalement le déclin du nom du père, avaient été pressenties par Lacan dès la Révolution de 68. En effet, cette révolution faisait symptôme de la fin des grandes autoroutes du symbolique, puisqu'elle rejetait en bloc l'autorité politique, le patriarcat, les interdits sexuels, la hiérarchie, les relations de domination qui prévalaient alors dans la société française. Donc, c'est à peine le déclin du nom du père est avéré et la fin des autoroutes symboliques que Lacan répond, mais pas en emboîtant le pas aux révoltés. Au contraire, il propose un autre programme que le programme révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'il nous propose? Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est un déplacement et pas une révolution? On voit bien ici l'autre binaire qui nous permet de lire ce texte. Il y avait savoir-discours, on a également déplacement-révolution. Le contexte politique étant le contexte révolutionnaire, Lacan dit « Je ne vous propose pas de me joindre à votre effort révolutionnaire, je vous propose un déplacement. » Pourquoi? Ça, on le verra dans la question 4, dans l'étude de la question 4. Parce que Lacan montre que la révolution, c'est la réorganisation des éléments existants sans en changer la structure. Alors que lui a l'idée qu'on peut intervenir sur la structure. La première intervention qu'il propose sur la structure, dans ce texte, c'est sur le monocentrisme du discours du maître. On
on verra ça en détail, mais par exemple, il fait toute une critique de l'héliocentrisme et en penchant plutôt pour le double foyer de l'ellipse que Kepler amène. C'est un astrophysicien du XVIIIe siècle, je crois, qui montre en effet que le mouvement des planètes n'est pas autour d'un foyer, mais autour de deux foyers. Donc, une planète ne tourne pas autour d'un foyer, mais autour à la fois d'un soleil et d'un trou noir. Et donc, à partir de cette analogie, Lacan dit que l'être humain n'est pas organisé autour d'un seul point, mais de deux points, qui sont donc ce S1 et ce A. Donc, encore une fois, on reviendra à ces éléments beaucoup plus en détail. Donc voilà. Pour résumer, ce que j'ai essayé de vous dire aujourd'hui, avant de dire encore quelques mots de la méthode de travail qu'on va adopter. Donc ce texte introduit les 4 discours, donc concurremment avec le séminaire 17, car le statut de l'inconscient est déplacé par Lacan donc de la vérité à un ordonnancement signifiant hors sens. Un discours, c'est ça. C'est un ordonnancement signifiant hors sens. S1, S2, A, S barré, qui sont les termes des discours. Cela aura pour conséquence d'opposer l'inconscient freudien et la psychanalyse, puisque dans ce texte, Lacan va nous dire que Freud n'est pas allé assez loin et qu'il faut passer à l'envers de l'inconscient freudien. Ce texte implique également de donner un nouveau statut au corps qui est corrélé à l'avènement du capitalisme, notamment à ce que Marx amène du concept de plus-value. Donc on va modeler le corps, inscription des signifiants avec le plus de jouir qui vient remplir le corps mortifié d'une jouissance. On va modéliser ça sur la plus-value de Marx. Donc toutes ces choses, on va étudier en détail. Et enfin, on va voir qu'avec Marx, Lacan va donner comme boussole à la psychanalyse le symptôme, et non plus le phallus ou le fantasme, qui étaient les boussoles antécédentes que Lacan avait données pour l'orientation d'un traitement. Donc là, on a le symptôme qui va, on va le voir au cours de notre lecture, qui va acquérir une nouvelle dignité, puisque Lacan nous dit que le symptôme, c'est ce qui fait insurrection au savoir. Donc le symptôme, c'est ce qui dit non à la machine signifiante chez chacun d'entre nous. Et donc, sa dignité est d'être subversif et non pas révolutionnaire. Révolutionnaire qui... Foucault avait exactement la même position. Si on critique un discours, on critique des personnes au pouvoir et qu'on occupe les places de ces personnes qu'on a critiquées, on n'a rien changé. On a juste changé les personnes. On voit ça dans les conflits postcoloniaux, par exemple, quand la classe dominante du peuple colonisé se met à la place des colonisateurs, la structure de la société n'est pas transformée. On a gardé la même logique sans avoir transformé la structure. Donc sur ce point, Lacan et Foucault sont aussi d'accord. Après, on peut parler de comment on va travailler, mais si on veut, on peut prendre un café. On va faire peut-être une pause, puis après... Enfin, je sais pas, peut-être les questions, vous en avez sûrement. Moi, j'en ai pas mal dans la tête. Mais est-ce qu'on prend un café ? C'est bien dans la tête, les questions. Je les garde, alors, c'est ça ? Ouais. Alors, je ne sais pas si vous voulez prendre un café avant, poser après des questions, ou dans la dynamique déjà poser les questions. Non, on va prendre un café. On prend un café, on fait une petite pause et puis on revient après je parlerai là-dessus. 10-15 minutes de comment on va travailler. Oui, d'accord. Ça marche. Alors, on prend le café. Allons-y. Ça marche.